Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Et cette question, pourquoi François Hollande garde-t-il les ministres verts au gouvernement? Après leur refus de voter le traité européen, les écologistes sont devenus les mal-aimés de la majorité présidentielle. Et pourtant, Cécile Duflot et Pascal Canfin conserveront leur marocain. Pas de démission en vue. Pourquoi? Analyse du directeur de la rédaction du Point, Étienne Gernel, dans un instant. Et au-delà de l'indiscipline de ses partenaires, le gouvernement va surtout devoir affronter une semaine difficile. Confirmation de plans sociaux chez Sanofi, ArcelorMittal et Petroplus, publication des chiffres du chômage et présentation du budget 2013. Une semaine délicate sur fond de mauvais sondages. Décryptage à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et invité politique sur ce sujet et d'autres, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Pas de progrès en vue pour le règlement du conflit syrien. La phrase est de Lakhdar Brahimi, le médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe, s'est dit pessimiste quant à une éventuelle issue à la crise. La Syrie qui sera au cœur de la première participation demain de François Hollande à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est à New York. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. Pas de doute, la semaine sera délicate pour le gouvernement. Dans les prochains jours, il devra affronter la confirmation de plans sociaux, les mauvais chiffres du chômage du mois d'août et pour couronner le tout, un budget que la porte-parole du gouvernement qualifie elle-même du plus difficile à bâtir de la Ve République. Un budget qui sera détaillé en fin de semaine. On en parle tout de suite avec François Goulin. François Hollande l'avait annoncé au début du mois, des 30 milliards d'euros nécessaires pour réduire le déficit à 3%, 20 milliards seront trouvés grâce aux hausses d'impôts. Et ce sont les entreprises qui seront en première ligne, avec la hausse de l'impôt sur les sociétés, ajustée en fonction de la taille des entreprises, qui devrait rapporter à elle seule plus de 9 milliards d'euros à l'État en 2013. Les ménages ne sont pas épargnés, mais ce sont les plus aisés qui vont devoir davantage mettre la main à la poche. Avec une nouvelle tranche à 45% pour les revenus de plus de 150 000 euros et à 75% pour les revenus de plus d'1 million d'euros. Le gel du barème de l'impôt sur le revenu sera également maintenu sans tenir compte de l'inflation, ce qui cette fois touchera également la classe moyenne. Certaines critiques ne viennent pas seulement de l'opposition. Le sénateur socialiste Gérard Collomb juge que le message est brouillé. Ce qui trouble nos concitoyens, c'est l'annonce de mesures qui peuvent paraître contradictoires. Des dépenses nouvelles, le retour à la retraite à 60 ans, la création d'emplois d'avenir et des prélèvements nouveaux. Il y a manifestement un problème de ligne et de pédagogie. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, lui, remet en question l'objectif des 3% imposé par la Commission européenne. François Hollande continue d'affirmer que celui-ci sera tenu. Selon le ministre du Travail, il y a urgence. Michel Sapin appelle les sénateurs à voter le projet de loi sur les emplois d'avenir. Par-delà les clivages partisans, le texte en discussion au Sénat vise à créer 150 000 contrats aidés d'ici à 2014. Les sénateurs, vous allez le voir, cherchent à imprimer leur marque sur ce projet. Les détails avec Cécile Sixou. Le taux de chômage des jeunes est aujourd'hui de 22%, plus du double de la moyenne des actifs. Il dépasse 45% pour les jeunes qui sont sans diplôme. En ouvrant la discussion générale, le ministre du Travail donne le ton. Il appelle à la mobilisation générale pour l'emploi des jeunes, dans un contexte pour le moins morose. Depuis 1999, les chiffres du chômage n'ont jamais été aussi mauvais et les annonces de plans sociaux se succèdent. Cette mesure fait donc figure de symbole pour la politique gouvernementale. Le texte initial a été voté par les députés le 13 septembre dernier, mais en passant entre les mains de la Commission des affaires sociales du Sénat, il a changé de visage. Nous avons supprimé l'amendement qui avait été introduit pour permettre les emplois saisonniers, pour permettre aux emplois d'avenir de bénéficier aux emplois saisonniers. À droite, on juge le dispositif louable, mais selon les sénateurs UMP, en l'état actuel, il ne va pas assez loin car les entreprises exclues du dispositif ne pourront pas recruter d'emplois d'avenir. Il faut créer une activité économique, il faut créer de la richesse aujourd'hui. Et donc il n'y a pas de raison que les entreprises soient exclues de ce dispositif si vraiment le but est de tout faire pour ces jeunes. Plusieurs sénateurs UMP ont toutefois déjà fait savoir qu'ils voteraient le texte. Et à noter que le ministre du Travail, Michel Sapin, sera notre invité demain soir à 22h.
Dans l'actualité, les socialistes dénoncent leur incohérence. La presse, et en particulier le quotidien Le Monde, demande directement à François Hollande leur départ du gouvernement. Une chose est sûre, en annonçant leur refus de voter le traité européen, les Verts ont agacé tout le monde, ou presque, puisque la droite se frotte les mains et exige du président qu'il prenne ses responsabilités au nom de la cohérence. Les Verts, quant à eux, se défendent de toute attitude ambiguë, mais vous allez voir qu'au Sénat, le groupe écologiste ne sait plus sur quel pied danser. Sandra Cerquera. Le Conseil national des Verts qui dit non au traité européen, un clash de plus avec leurs alliés du PS, qui pour la première fois pose clairement la cohésion de la majorité, voire du maintien ou non des ministres verts au gouvernement. Et si le vote du parti est clair, le positionnement de ses élus l'est beaucoup moins. Au Sénat, la moitié des 12 sénateurs Europe Écologie Les Verts devraient s'opposer au traité. Jean-Vincent placé en tête, mais il ne compte pas donner de consigne de vote. De toute façon, ce traité est acquis très largement avec près de 80% des voix, PS, UMP. Je trouve ça tout à fait naturel qu'il y a, par exemple, à l'Assemblée nationale, une vingtaine de parlementaires socialistes qui votent non. Moi, ça ne me choque pas que certains votent oui chez les écologistes. À part les 4 ou 5 sénateurs nonistes, le reste du groupe, plutôt embarrassé, devrait s'abstenir. On ne peut pas faire comme si nous n'étions pas au gouvernement et donc il faut assumer, même s'il y a des choses difficiles, si les contraintes sont fortes, on doit aussi jouer la solidarité et montrer qu'on est responsable. Il ne serait que 2 à voter oui, dont Jean Gattolin. Il pointe les difficultés de son parti à faire l'apprentissage de la participation à une majorité. On ne sait pas bien être à l'aise dans la manière d'être minoritaire dans la majorité. Pour moi, il y a un contrat. Quand on est dans le gouvernement, on vote le budget ou on quitte. Nous avons le devoir de le respecter. Ou alors de dire nous ne sommes pas d'accord et nous sommes dans l'opposition. Le PS appelle aujourd'hui les Verts à la cohérence et continue de marteler que voter non, c'est affaiblir François Hollande et donc le poids de la France dans les négociations européennes. Et invitée du 20h de France 2, la ministre Cécile Duflot a confirmé qu'elle ne démissionnerait pas. Ma place est dans le gouvernement, a-t-elle précisé, refusant de donner sa position personnelle sur le traité budgétaire européen. On l'écoute. Quand on est membre d'un gouvernement, on exprime la position du gouvernement sur des questions qui sont des questions importantes. Vous imaginez la cacophonie si les uns et les autres faisaient part de leurs états d'âme? D'ailleurs, je remarque... Alors pourquoi ne dites-vous pas « je soutiens ce traité » ? Mais parce que je vous dis que moi je suis une ministre qui soutient les positions du gouvernement. Donc vous me dites « je soutiens le traité » sans me le dire. C'est très clair, ça veut dire que je soutiens des positions qui ont été prises par le gouvernement. Une ratification qui a été décidée au Conseil des ministres mercredi dernier. Ce sont des positions du gouvernement, tout en même temps que je suis une écologiste. Est-ce que la place d'une écologiste est d'être aujourd'hui au gouvernement? La réponse est oui. Et pour le décryptage du 22h ce soir, analyse économique dans un instant avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et décryptage politique de ce psychodrame autour des Verts avec Étienne Gernel. Bonsoir Étienne, directeur de la rédaction du Point. Alors, on vient d'écouter Cécile Duflot dire qu'elle est en accord avec le gouvernement, sans vouloir toutefois donner sa position personnelle sur le traité européen. Que faut-il en penser? D'abord, c'est assez comique quand même. C'est une espèce de pièce, de théâtre comme ça, c'est assez amusant et en même temps un peu tragique parce que finalement avec quoi on joue avec l'Europe et aujourd'hui c'est pas un sujet de rigolade l'Europe parce qu'on voit bien que l'euro est menacé réellement, qu'il y a vraiment des choses qui se passent qui sont assez graves et on retrouve ce réflexe pathologique français, des politiques français qui consiste à tout mettre sur le dos de l'Europe. Alors c'est ça qui est incroyable d'ailleurs et Dany Cohn-Bendit a bien fait de le remarquer. C'est qu'ils sont pour la rigueur, puisqu'ils s'apprêtent à voter le budget, ça ne les dérange pas, mais ils refusent le traité européen. Or, c'est le traité européen qui sert de cadre à ce budget. Alors là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, c'est le vieux réflexe, c'est de la faute de l'Europe, c'est de la faute à Bruxelles. Bravo, bon réflexe pavlovien. Et Étienne Gernel, plus généralement, quelles sont les conséquences sur la majorité présidentielle de François Hollande? C'est quand même une sacrée brèche, d'autant que sur le bord de la route, il y a le front de gauche qui tombe à bras raccourcis en ce moment sur le gouvernement. Il y a François Bayrou qui s'est un petit peu retourné sur son flanc droit ce week-end en tendant la main à Jean-Louis Borloo. C'est une sacrée majorité qui est... Oui, alors en même temps, c'est pas si grave parce que le PS par lui-même a quand même un nombre suffisant de députés
pour mener sa barque. C'est pas très grave. Et puis c'était un peu prévisible d'une certaine façon. Europe Écologie Les Verts, c'est un ensemble composite avec les Verts eux-mêmes. Il y a toujours des motions. Vous savez, dès qu'il y a 3 Verts, il y a au moins 2 motions. C'est toujours la même chose. Et là évidemment, ils sont allés à la soupe parce qu'ils ont voulu des ministres. Et puis maintenant, ils crachent dans la soupe. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et c'est pas très grave non plus pour François Hollande, et d'autant qu'il devait s'y attendre. La question pour lui, finalement, puisqu'on voit bien qu'il a été élu sur un programme qui était quand même très généreux et pas complètement connecté avec la réalité, et que malgré tout, il en est très conscient des réalités, on voit une espèce de repositionnement très 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 progressif et très maîtrisé, en tout cas en communication, depuis 4 mois. Il fallait s'attendre à ce qu'à un moment donné, la frange gauche proteste et se mette plus ou moins dans l'opposition. Et au sein des Verts, tout le monde le sait, il n'y a pas que des amoureux de la nature, il y a aussi un certain nombre de gens qui viennent de la gauche, qui viennent pour certains même de l'extrême gauche, et qui n'aiment pas cette politique, qui est une politique social-démocrate. Donc c'est relativement logique. Alors Étienne Jarnel, la presse est aussi très dure avec les Verts. Il y a le quotidien Le Monde, je l'ai dit tout à l'heure, qui demande officiellement, je veux dire ouvertement, la démission. Je sais pas ce qu'il leur a appris, d'habitude ils font pas ça, Le Monde. La démission du gouvernement à François Hollande en qualifiant les Verts de groupuscules irresponsables. Il y a aussi l'édito vidéo de Christophe Barbier sur l'Express.fr qui décrit les Verts comme étant voraces de pouvoir, qui s'accrochent entre parenthèses au poste et aux prébendes. Et Sylvie Pierre Brossolette dans lepoint.fr qui parle des écolos qui ont cocufié François Hollande. Oui, ils ont été mal élevés. Alors il faut faire un choix dans la vie, soit on veut être l'aiguillon, taper sur tout le monde, dire ce qu'on pense et puis incarner un certain idéal. Mais là il y a quelque chose qui s'est cassé quand même, parce que quand on veut incarner une forme d'idéal un peu utopiste, on va pas à la soupe, on va pas demander des ministères, on ne demande pas des circonscriptions. Ils en ont obtenu beaucoup quand même. Il faut se souvenir que l'accord des Verts et du PS de l'automne dernier, il y a 1 an, donnait en gros 60 circonscriptions aux Verts, et puis sur le fond du programme, tout ce qui concerne la réduction du nucléaire, il y avait même dans ce document qui était surréaliste, la retraite à 60 ans pour tous, qui était quand même un truc de dingue, et une piste pour les 32 heures. Donc le PS a beaucoup lâché. En partie avec l'accord de François Hollande, en partie à son insu d'ailleurs. À l'époque, il écumait de rage contre Martine Aubry. Bien sûr, oui. Bon, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, ils sont dans cette situation. Alors là, on voit bien que les 2 ministres, ils sont un peu gênés, ils ont envie de rester, hein, ils sont contents d'être ministres. Ce soir, très à l'aise dans le gouvernement. À suivre. Et oui, à suivre. Mais forcément, ça va se représenter, c'est obligatoire. Donc on en reparlera. Merci Étienne Jarnel. Restez avec nous parce qu'à côté de l'indiscipline des Verts, il y a à venir une semaine, Jean-Louis, qui est délicate pour le gouvernement, avec en particulier le budget 2013 détaillé vendredi. Ce budget devrait permettre au pays de réduire son déficit à 3% du PIB. D'abord, ce chiffre de 3%, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Il est de plus en plus d'actualité. La Commission européenne l'a rappelé aujourd'hui, en disant, parce qu'elle avait entendu, comme une reprise de volée, elle avait entendu M. Barthelone dire hier qu'en fin de compte, le chiffre de 3% non seulement n'était pas d'actualité, mais il était intenable. Et il précise, je ne souhaite pas quand même avoir l'air de ne pas tenir les engagements, de ne pas vouloir tenir les engagements de la France. C'était raté parce qu'effectivement, il a eu cette impression, d'autant plus qu'il y a un débat, M. Barthelone l'exprime en réalité publiquement en disant que c'était intenable, il y a un débat chez les économistes. La question est de savoir si effectivement il est pertinent d'aller sur ces 3%. Il y a un débat dans la majorité. On vient de parler du débat sur le traité budgétaire, mais en fin de compte, le débat sur le budget découle du débat sur le traité budgétaire. Et il y a sans doute un débat aussi au sein du gouvernement, parce que ça ne s'est pas passé très très bien pour tous les ministres dans leurs discussions sur le budget auquel ils auraient droit. D'ailleurs, il y a eu une rectification qui a été opérée dès aujourd'hui par M. Moscovici, qui a réitéré sa volonté d'atteindre les 3%. Et si jamais on avait l'impression de ne pas vouloir les atteindre, a-t-il dit, il a dit, boum, il a dit, c'est l'expression qu'il employait, les taux d'intérêt exploseraient à la hausse. Donc il faut tenir les 3%. Bon, avant le boom, l'objectif il est maintenu, mais est-ce qu'il est atteignable surtout? Alors, c'est compliqué, parce que la réalité, il faut répondre à la question de savoir, est-ce que en voulant atteindre les 3% à tout prix, on ne nuit pas à l'objectif lui-même. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la science économique, c'est la science du boomerang, la science des interactions. Et il faut bien reconnaître que les 3% nécessiteront pour 2013 un effort considérable, qui a été là aussi rappelé par le ministre de l'économie hier. Il y a les fameux 30 milliards dont M. Hollande avait parlé à TF1 il y a une quinzaine de jours, qui s'ajoutent à 7 milliards du précédent collectif budgétaire, ce qui nous fait 37. Et si on additionne l'ensemble des sacrifices,
des efforts qui sont faits depuis 2009 pour réduire ce fameux déficit, on arrive à un chiffre de 100 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable, et avec une hausse importante de la pression fiscale, puisqu'en 2009, on était à 42% de PIB en pression fiscale, et on va atteindre 46% à la fin 2013. Et donc là, il y a une espèce de fardeau qui est mis sur l'économie et qui peut empêcher cette fameuse reprise, d'où le fait qu'il doit y avoir un choc fiscal, mais il doit être relayé par ce choc de compétitivité, parce qu'il faut trouver à l'extérieur les moyens de développer la croissance. Et c'est pas simple, parce que choc fiscal plus choc de compétitivité égale choc de popularité. Ça fait beaucoup de boom. Hein. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci Étienne Gernal pour votre analyse politique. La suite du 22h dans un instant. Notre invité politique justement, c'est l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est concocté par Mounir Soussi. 100 millions d'euros pour financer des projets dans les banlieues françaises. Le Qatar va pouvoir investir dans les quartiers sensibles. Le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg a donné son feu vert. Le projet en discussion depuis fin 2011 avait connu un coup d'arrêt pendant la campagne présidentielle. Des lois s'élevaient alors contre l'ingérence de cette puissance étrangère et soupçonnaient l'Émirat de vouloir séduire les musulmans vivant dans les quartiers populaires. Pour faire taire les polémiques, selon Libération, le fonds contiendra des capitaux français et privés et sera aussi destiné aux zones rurales en difficulté. 6 ans après la découverte du scandale sanitaire, l'émotion est toujours vive chez les victimes de surirradiation contractées entre 2001 et 2006 à l'hôpital Jean Monnet d'Épinal. Aujourd'hui, c'est le procès de toute la chaîne médicale qui s'est ouvert à Paris, de la directrice de l'hôpital au radiothérapeute. En tout, 7 personnes sont jugées pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et destruction de preuves. 450 personnes ont été exposées à des doses de 20% supérieures à la normale. On veut savoir pourquoi il y a eu plusieurs centaines de blessés, pourquoi des personnes ont été blessées de cette si horrible manière et pourquoi personne n'a bougé, pourquoi on ne nous a pas dit ce qui nous arrivait et pourquoi on a eu cette espèce de silence formule que je prends à chaque fois, c'est-à-dire ce silence assourdissant. 3 ans de prison, dont un ferme pour l'ancien directeur de l'usine AZF. Le verdict de la Cour d'appel de Toulouse est tombé pour Serge Biechelin, reconnu coupable des négligences qui ont conduit à l'explosion de l'usine, filiale de Total, le 21 septembre 2001. En première instance, le tribunal avait prononcé une relaxe générale. Il y a 11 ans, 31 personnes perdaient la vie dans la catastrophe qui a fait 2500 blessés. La société exploitante de l'usine écope d'une amende de 225 000 €. Les condamnés ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils se pourvoiraient en cassation. Dans le dessin du jour, François Hollande fait face à son effondrement dans les enquêtes d'opinion. Le dessinateur Alex du Courrier Picard montre qu'il y a 2 façons de lire les sondages. Et sur ce coup, Valérie Trierweiler prend le parti de positiver malgré la chute. Politique du 22h de Public Sénat, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes l'auteur de ce livre, de cet essai, La liberté a-t-elle un avenir, aux éditions Fayard. Nous allons bien sûr en parler longuement, mais d'abord je voulais avoir votre regard, votre avis sur la campagne pour la présidence de l'UMP. Selon une enquête publiée aujourd'hui, près de 3 Français sur 4 assurent ne pas s'intéresser à la compétition entre François Fillon et Jean-François Copé. Est-ce que ça vous surprend, Édouard Balladur ? Je pense qu'ils ont le temps de s'y intéresser parce que ça va durer maintenant 2 mois. Donc ils vont en entendre parler. Et dès lors que cette compétition désormais se déroule entre 2 candidats, les choses vont devenir plus claires et plus simples à comprendre, je pense. Vous l'aviez trouvé il y a quelques jours, cette campagne, je vous cite, un peu terne. Que faudrait-il pour lui redonner un peu d'éclat ? Je pense qu'il faudrait parler davantage des projets d'avenir. C'est ce qui est important et d'ailleurs c'est la meilleure façon de faire en sorte que l'on ne puisse pas penser que c'est un débat d'affrontement entre 2 personnes, comme légitime d'ailleurs dans toute élection de toute nature. Mais il s'agit que pour l'UMP de se choisir un projet d'avenir et c'est important. Il y a plusieurs questions qui se posent sur le rôle de l'État, le rôle de la liberté, la justice, l'Europe, la nation. Et je crois que ce qui serait intéressant, c'est que maintenant, l'on se penche davantage sur ces questions pour y apporter des réponses. Donc, en creux, vous dites que ce projet n'existe pas encore. Il existera lorsque les élections auront tranché, qu'il y aura eu des votes pour des motions qui doivent présenter des projets, et que l'on saura qui sera le président
chargé de le mettre en œuvre. En tous les cas, vous avez choisi de soutenir François Fillon. Est-ce que s'il gagne, comme vous le souhaitez, il sera le candidat naturel de la droite française? Je crois qu'il ne faut pas confondre les périodes et les époques. Il s'agit de choisir le président de l'UMP. Cela étant, ne soyons pas hypocrites. Il est évident que celui qui sera choisi aura le moyen et le temps de démontrer ses aptitudes. Mais il y aura une autre élection pour la présidence de l'UMP 3 ans après, c'est-à-dire en 2017, non, 16. Oui, 16. les primaires. Et non, pour la présidence de l'UMP, ce sera en 2015 normalement, puisque c'est tous les 3 ans. Et en 2016, il y aura un processus de primaire dont la définition n'est pas encore arrêtée d'ailleurs, compliqué, pour désigner le candidat à l'élection présidentielle. Donc vous voyez que les choses vont se dérouler selon des étapes maintenant à peu près clairement définies. Il reste à fixer les procédures. Puisque vous parlez de 2016 et des primaires, est-ce que tous ceux qui ont une ambition pour 2017 doivent passer par l'étape de 2016, y compris Nicolas Sarkozy, par exemple? S'il y a des primaires, je pense qu'elles vaudront pour tous. C'est clair, y compris pour lui. Alors dans ce manifeste, Édouard Balladur, la liberté a-t-elle un avenir? Vous posez de nombreuses questions, dont celle-ci. La liberté survivra-t-elle aux aspirations des hommes qui réclament, et c'est légitime, à la fois des droits nouveaux et la protection publique? Est-ce qu'on a encore le culte de l'État? Est-ce que c'est le mythe d'un État fort, puissant? Je crois que oui, dans notre pays. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour la raison suivante. Nous vivons une crise très grave en ce moment. Ce n'est pas uniquement une crise épisodique, économique. C'est une crise vraiment quasi de civilisation. L'Occident, l'Europe ont dominé le monde pendant 3 ou 4 siècles. Et aujourd'hui, il y a un rééquilibrage au profit d'autres continents. Alors, ça inquiète beaucoup. Et la tendance est de chercher les causes de la crise que nous vivons. Nous avons des difficultés économiques, financières, d'emploi, etc. Et la tentation est de dire que c'est la faute de la liberté et il faut se jeter dans les bras de l'État pour que l'État répare toutes les erreurs. On ne sortira de cette crise que si on est clair et si on est juste et exact dans la recherche de ses causes. Et les causes de cette crise, ce n'est pas l'excès de liberté, c'est l'excès d'État. On appelle cette crise la crise des dettes souveraines. Qu'est-ce que c'est que les dettes souveraines? C'est les dettes des États. Et pourquoi il y a eu autant de dettes des États? Parce qu'ils ont eu les uns et les autres, pratiquement dans toute l'Europe, des politiques de dépenses exagérées qui font que nous subissons aujourd'hui un endettement plus lourd que jamais dans notre histoire. Et la liberté, en fait, les États ne l'ont pas organisée de telle sorte qu'elle ne nuise pas à l'ensemble. Vous savez les reproches qu'on fait à la liberté? Vous dites qu'il faut des règles. Oui, mais alors on dit... Oui, mais Édouard Balladur, franchement, vous me permettez de terminer? Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est que tous les États ne veulent pas de ce libéralisme ordonné. Attendez. On fait en général le reproche à la liberté d'être source, 1, d'injustice, et 2, de désordre et d'anarchie. Et on dit heureusement que l'État est là pour qu'il n'y ait plus de justice et plus d'ordre. Eh bien pourquoi est-ce qu'il n'a pas été là? Pourquoi est-ce que l'État n'ont pas rempli, les États, tous tels qu'ils sont d'ailleurs, n'ont pas rempli leur rôle? Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à émettre de la monnaie de telle sorte qu'on peut s'endetter sans discontinuer et vivre sur l'endettement, ce qui est le cas de la France? Mais je vais vous dire la réponse, par démagogie. Il n'y a pas d'autre réponse. Par esprit de facilité. Des politiques par refus, de droite comme de gauche. Je pense que c'est plus répandu d'un côté que de l'autre, les responsabilités, bien entendu, mais enfin tout le monde y a mis du sien, si je puis dire. Et donc si on veut, à travers des campagnes électorales diverses, multiplier les promesses sans se soucier des ressources, en disant qu'on s'endettera puis on verra bien plus tard, eh bien nous y sommes maintenant à ce plus tard. Et donc le problème, c'est que nous arrivions à organiser un système de liberté, parce que sans liberté, il n'y a pas de progrès économique et social, ni même de progrès humain, le droit de s'exprimer, de manifester si on l'estime nécessaire, de penser, mais avec des règles. Et je reviens au mythe de l'État fort et puissant. Comment dire aujourd'hui, aux salariés, aux milliers de salariés de PSA, de Doux, de Sanofi et tant d'autres, que l'État ne peut rien? Est-ce qu'il faut leur dire cette vérité-là, qu'on ne peut pas limiter la casse sociale? Pardon, j'ai pas dit que l'État ne pouvait rien. L'État peut beaucoup... Non, attendez, non, je ne vais pas répéter cette formule non plus. Le problème, c'est que l'État sache se limiter lui-même. Vous m'avez parlé des salariés de PSA. Quelle est la source des problèmes de PSA?
eh bien, c'est une compétitivité de l'industrie de façon générale en Europe et spécialement en France. Pas assez de compétitivité. Pourquoi ? Les ouvriers et les travailleurs français sont aussi compétents que les autres. C'est qu'il y a des charges trop lourdes sur les entreprises pour financer toutes ces dépenses collectives qui ne cessent d'augmenter. Et nous sommes à un niveau de dépenses publiques en France qui est quasi sans égal dans l'ensemble du monde. Donc l'État peut commencer par se réglementer lui-même, par s'auto-limiter, par diminuer ses dépenses, par diminuer également, il faut bien, soyons clairs, il y a un moment où il faut dire les choses, par diminuer aussi les transferts sociaux qui représentent un tiers de la richesse produite en France, va à des transferts sociaux. Et dans ces conditions, l'État doit se réformer pour laisser plus de liberté à l'individu. Et, à mon avis, la liberté n'est pas, comment vous dire, la définition de la civilisation occidentale, ou européenne, appelez-la comme vous voudrez. C'est la définition de la civilisation tout court. Ça consiste à reconnaître la dignité de tous les hommes. Edouard Balladur, dans ce contexte de grave crise économique et sociale, vous l'avez rappelé, le gouvernement va présenter le budget 2013. Présenté, dit-il, comme le plus difficile à bâtir de la Ve République. Plus généralement, le président François Hollande a détaillé son agenda de redressement pour la France. Où cela, selon vous, peut-il nous conduire? Je ne vois pas très bien. Parce qu'au-delà des formules, l'agenda pour 2012 et puis en 2013 ça ira mieux et en 2014 ça ira bien, moi je veux bien. Dieu sait que si la France réussit à se tirer d'affaire, nul n'en sera plus content que moi. Mais qu'est-ce que je constate? On augmente les dépenses publiques, ça a été les premières décisions de ce gouvernement. Et ça continue. On augmente les impôts, alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait ne pas augmenter les impôts. Et il faudrait réduire les dépenses publiques. Et je n'aperçois pas de décision qui aille dans ce sens. Mais le budget 2013 paraît être sérieux quand même. Est-ce que vous reconnaissez aussi? Moi, je ne le connais pas. Vous en connaissez les contours? Enfin, je connais les déclarations de M. Hollande. Je n'en connais pas plus. Attendons les jours qui viennent. Mais j'ai bien peur qu'il ne réponde à la définition que je viens de vous donner. Trop d'accroissement de dépenses publiques et trop d'accroissement des impôts et des charges. Et ce n'est pas comme ça que nous retrouverons la compétitivité, la croissance et l'emploi. Voilà. Hier soir sur une radio, RTL pour ne pas la citer, François Fillon a affirmé à plusieurs reprises, il a vraiment répété le mot plusieurs fois, que ce programme de François Hollande risquait de nous conduire à un effondrement. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté quand même de noircir le tableau pour tous ceux qui nous écoutent? Les mots ont un sens, un effondrement de la France si le programme est appliqué? Écoutez, nous sommes dans une période politiquement tendue et l'usage n'est pas nécessairement d'employer les formules les plus nuancées, mais je crois que François Fillon n'a pas tort. Vous savez que l'an prochain, nous allons être, nous Français, l'emprunteur le plus important sur le marché international. Nous devrons emprunter 200 milliards d'euros. Et si notre politique économique et financière n'inspire pas la confiance, si on a le sentiment qu'on continue cette fuite en avant avec l'endettement, que l'on ne prend pas les mesures nécessaires pour restaurer la compétitivité et diminuer les charges des entreprises, ces emprunts seront beaucoup plus difficiles à émettre et beaucoup plus coûteux à rémunérer. Et ça risque de d'entraîner une crise sérieuse. Je crois que François Fillon a raison de dire qu'il faut faire très attention. Bon, tout cela n'est pas très optimiste. Finissons quand même. Vous êtes optimiste? Moi, je pose la question. Je vous pose la question. Mais la liberté a-t-elle un avenir? Oui, un élément de réponse selon vous? Oui, on peut finir par une note positive. À condition que ce soit une liberté équilibrée qui respecte les droits de chacun. C'est dit. Merci beaucoup, Edouard Balladur, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Merci. Et voilà pour cet entretien enregistré juste avant ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur Public Sénat et à demain avec plaisir.
quand elles arrivent dans les maternités, elles sont complètement piégées, mises sur des rails et n'ont plus du tout la possibilité de vivre l'accouchement qu'elles auraient envie de vivre. J'avais l'impression d'être un utérus sur pattes, à qui on fait des examens et pas une personne à qui on parle aussi, rien que pour lui dire bonjour. Ça semblait déjà difficile. Le bébé est quasiment là et là, la sage-femme a dit « Bon, je vais prévenir le médecin. » Hop, il arrive, il enfile ses gants, à peine bonjour, tac. Elles doivent choisir, elles doivent avoir le droit de choisir, elles n'ont plus le droit de choisir. Dire non face à des arguments où finalement on va vous culpabiliser en mettant en avant des risques qui sont minoritaires mais qui forcément peuvent exister aussi, c'est difficile. Allez, venez, vous venez, ça passe, premier retour dans le suivi d'État. On s'en fiche de l'émotion. Ce qui compte, c'est que ça tourne, c'est qu'on accouche et on passe au suivant. Donc elles ne sont plus écoutées, c'est en ça qu'elles se retrouvent piégées qu'on leur vole leur naissance, on leur vole leur accouchement. Les femmes et les sages-femmes de France sont en colère. Et pourtant, la mortalité des mères et des bébés est minime. Les services obstétriques à la pointe. Nous sommes le pays d'Europe qui fait le plus d'enfants, 800 000 par an. Mais une femme sur 4 déclare qu'elle aurait aimé vivre son accouchement autrement. Une femme sur 4, cela fait quand même 200 000 mécontentes. Donc je ne sais pas si un jour, mon corps arrêtera de me dire cette première naissance a été une catastrophe. Comment expliquer ce désamour entre tant de femmes et de sages-femmes avec leur maternité? En plongeant, peut-être, dans ces 80 années passées où la naissance en France a connu des révolutions comme nul autre pays, où l'accouchement est passé du monde des femmes aux mains des hommes, pour le meilleur ou pour le pire. La naissance a eu lieu dans la nuit. La sage-femme est encore à la maison. Le père et la mère se filment avec la fameuse petite caméra pâtée. Image rare. Une chambre, un lit, un baquet, quelques langes. Jusqu'aux années 30, la naissance n'était que cela. À la campagne aussi, les femmes accouchent à la ferme, avec une sage-femme ou une matrone, ou toute seule. Quant aux hommes, oust, c'est pas votre affaire. Il y avait quand même un monde des femmes. Si elles mettaient des enfants au monde, si elles savaient les soigner, les garder en vie, c'était le fondement même d'une société. Donc ça leur donnait une dignité, une autonomie.